1066, une date qui résonne dans l'histoire comme un coup de tonnerre. Cette année-là, l'Angleterre devient le théâtre d'une guerre sans précédent. 3 hommes revendiquent le trône d'un royaume laissé vacant par la mort d'Édouard le Confesseur. Harold Godwinson, le noble saxon le plus puissant du royaume, se fait couronner le lendemain même de la mort du roi. Guillaume de Normandie, duc au tempérament de fer, affirme qu'Édouard lui avait promis la couronne. Et Harald Hardrada, le roi de Norvège qu'on surnomme l'Éclair du Nord, invoque un vieux traité entre les royaumes scandinaves et l'Angleterre. Mais Harald n'est pas n'importe quel prétendant. À 51 ans, ce géant de plus de 2 mètres a déjà vécu 3 vies. À 15 ans, il combat aux côtés de son demi-frère, le roi Olaf, à la bataille de Stiklestad. La défaite le force à l'exil. Il traverse l'Europe jusqu'à Kiev, où le prince Yaroslav l'accueille et l'emploie comme chef militaire. Mais la Russie ne lui suffit pas. À 20 ans, il descend vers Constantinople avec 500 hommes et intègre la garde varangienne, l'unité d'élite qui protège l'empereur byzantin. Pendant 10 ans, Harald se forge une réputation terrifiante. Il combat les pirates en Méditerranée, écrase des révoltes en Anatolie, guerroie jusqu'aux rives du Tigre et de l'Euphrate. En Sicile, il affronte les forces arabes et accumule un trésor colossal. Les chroniqueurs byzantins le décrivent comme la foudre du Nord et un fléau pour tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il devient même l'amant de l'impératrice Zoé avant qu'une intrigue de cour ne l'envoie en prison. Son évasion en 1043, avec la complicité de vieux alliés russes, devient légendaire. De retour en Scandinavie, Harald achète littéralement la moitié du royaume de Norvège à son neveu Magnus. Quand Magnus meurt en 1047, Harald devient roi. Pendant 15 ans, il mène une guerre incessante contre le Danemark, cherchant à reconstruire l'empire maritime de Knut le Grand. En 1050, il brûle jusqu'aux fondations le grand centre commercial de Hedeby. À la bataille de la Nisa, sa flotte, inférieure en nombre de moitié, affronte les Danois toute une nuit et les chasse au matin. Cet homme-là, ce guerrier qui a combattu du Moyen-Orient à la Scandinavie, arrive en Angleterre en septembre 1066 avec plus de 300 navires et peut-être 15 000 hommes. Il rallie d'abord les Orcades et l'Écosse, gonfle ses rangs, puis remonte la rivière Ouse vers York. Le 20 septembre, à Fulford, ces Vikings écrasent les comtes Edwin et Morcar. York tombe 4 jours plus tard. Harald installe son camp à Stamford Bridge, à une vingtaine de kilomètres de la ville, et attend les otages et les tribus de sa victoire. C'est là que l'histoire bascule. Le 25 septembre, Harold Godwinson surgit avec une armée qu'on n'attendait pas. Ses troupes ont marché jour et nuit depuis Londres, couvrant plus de 300 kilomètres en 4 jours. Les Vikings sont pris complètement au dépourvu. Un tiers des forces de Harald gardent les bateaux à Rickhall, à 30 kilomètres de là. Les hommes restés à Stamford Bridge ont laissé leur armure lourde dans les navires, profitant du soleil de septembre. Aucune sentinelle n'a été postée. Harald attend tranquillement ses otages, pas une bataille. L'attaque anglaise est un massacre. Les Vikings sur la rive ouest de la rivière Derwent se font anéantir. Un seul guerrier norvégien, resté sur le pont, tient tête à l'armée entière. Les sagas racontent qu'il abat 40 hommes à lui seul, avant qu'un Anglais ne se glisse sous le pont dans une barque et ne le transperce de sa lance par en dessous. Pendant ce temps, Harald forme une ligne défensive sur une crête à 300 mètres du pont. Ses meilleurs guerriers, en sueur sous le soleil, attendent la charge anglaise. La bataille devient un carnage. Harald se bat comme un possédé, refusant de reculer. Une flèche le frappe à la gorge. Le dernier grand roi viking s'effondre sur le sol anglais, son sang se mêlant à la terre qu'il voulait conquérir. Tostig Godwinson, le frère traître d'Harold qui s'était allié aux Norvégiens, tombe à son tour. Des 15 000 hommes qui ont débarqué en Angleterre, si peu survivent que seulement 24 navires sur les 300 d'origine suffisent pour ramener les rescapés en Norvège. La bataille de Stamford Bridge marque traditionnellement la fin de l'ère viking. Mais que se serait-il passé si Harald Hardrada avait gagné ce jour-là? Revenons à Stamford Bridge, mais cette fois avec un détail qui change tout. Harald Hardrada n'est pas un commandant négligent. Cet homme a survécu à 36 ans de guerres ininterrompues, de l'Irak à la Norvège, en passant par Byzance. Il a échappé à des embuscades à Constantinople, déjoué des complots à la cour impériale, survécu à des batailles où les chances étaient écrasantes. Un tel homme ne laisse pas son armée sans sentinelle. Le 25 septembre au matin, un éclaireur norvégien galope vers le camp. Harold Godwinson arrive avec toute son armée, à moins d'1 heure de marche. Harald n'hésite pas une seconde.
Il envoie immédiatement un messager à Rikal pour rappeler le tiers de ses troupes restés près des navires. Ces hommes ont peut-être laissé leur armure lourde au bateau, mais ils ont leurs armes. Et surtout, ils ont le temps de se préparer. Quand les Anglais apparaissent sur la crête ouest, ils ne trouvent pas des Vikings en train de se prélasser au soleil. Ils découvrent une armée en formation de combat, positionnée sur un terrain choisi. Harald a placé ses meilleurs guerriers sur les hauteurs près du pont, créant une position défensive quasi imprenable. Les Huscarls anglais, ces guerriers d'élite armés de leurs redoutables haches à 2 mains, forment le fer de lance d'Harold. Mais ils viennent de marcher 4 jours sans repos. Leurs jambes tremblent de fatigue, leurs muscles brûlent. La bataille commence vers midi. Les Anglais chargent le pont, encore et encore. Les Vikings les repoussent à chaque fois. Le pont devient un goulot d'étranglement où les cadavres s'accumulent. Harald, du haut de ses 2 mètres, domine la mêlée. Il a combattu les meilleurs guerriers de l'Empire byzantin, affronté des pirates sarrasins, survécu à des dizaines de batailles rangées. Harold Godwinson est un commandant compétent, mais il n'a jamais fait face à un adversaire de ce calibre. Vers 15 heures, les renforts norvégiens arrivent de Rikal. Plus de 5000 hommes frais en armure complète se déploient sur le flanc anglais. C'est la catastrophe pour Harold. Ces hommes sont épuisés. Ils se battent depuis 3 heures contre un ennemi qui refuse de céder. Maintenant, ils voient une nouvelle armée viking se former sur leur flanc, prête à les prendre en tenaille. Harold doit prendre une décision terrible. S'il reste, son armée sera encerclée et anéantie. S'il recule, il abandonne le nord de l'Angleterre à Harald. Mais au sud, Guillaume de Normandie attend son moment. Des éclaireurs ont rapporté que la flotte normande est prête à traverser la Manche. Si Harold perd son armée ici, il n'aura plus rien pour défendre le sud. Il donne l'ordre de retraite. C'est une retraite, pas une déroute, mais la différence est mince. Les Vikings poursuivent les Anglais sur plusieurs kilomètres. Des centaines de soldats de Harold tombent dans la retraite. Le roi saxon lui-même parvient à s'échapper avec le gros de ses forces, mais son armée est brisée. Des milliers d'hommes manquent à l'appel. Les survivants sont épuisés, démoralisés. Pire encore, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les Vikings ont gagné. Harald Hardrada entre dans York en conquérant. Cette fois, il ne prend pas seulement des otages. Il s'installe. Il convoque les nobles du Nord et leur offre un choix simple, se soumettre ou mourir. La plupart choisissent la soumission. Edwin et Morcar, les comtes qui avaient déjà perdu à Fulford, n'ont plus d'armée pour résister. Ils plient le genou devant le roi norvégien. Pendant ce temps, à 500 kilomètres au sud, Guillaume de Normandie débarque à Pevensey. Ses éclaireurs lui apportent des nouvelles stupéfiantes. Harold a perdu contre les Vikings. L'armée anglaise est disloquée. Le nord du royaume est tombé. Guillaume comprend immédiatement que la situation a changé du tout au tout. Il ne fait plus face à un royaume uni sous un seul roi. Il entre dans une guerre à 3 camps, où l'Angleterre elle-même est le prix. Guillaume n'est pas un idiot. Il a passé 40 ans à se battre pour garder son duché de Normandie, à écraser des révoltes, à soumettre des vassaux récalcitrants. Il sait reconnaître une opportunité, mais aussi un danger. Face à lui, Harold tient encore le sud et le centre de l'Angleterre. Au nord, Harald Hardrada consolide sa conquête du Yorkshire. 3 armées, 3 rois, un seul trône. Le duc normand prend une décision audacieuse. Au lieu de foncer vers Londres comme dans notre histoire, il reste dans le Sussex et fortifie sa position. Il construit un château à Hastings, un autre à Pevensey. Il envoie des raids dans la campagne environnante, pas pour détruire, mais pour montrer sa force. Et surtout, il envoie des messagers. L'un de ces messagers atteint Harald à York. Guillaume propose une alliance temporaire. Que Harald garde le nord de l'Angleterre, de l'Humber jusqu'à l'Écosse, qu'il se fasse reconnaître comme roi de Northumbrie. En échange, Harald laisse Guillaume prendre le sud. Ensemble, ils écraseront Harold Godwinson. Après, ils verront qui régnera sur l'Angleterre entière. Harald Hardrada reçoit cette proposition avec un rire tonitruant. Ce Normand le prend-il pour un imbécile? Pourquoi partager ce qu'il peut prendre en entier? Il a 15 000 hommes, des alliés écossais et le contrôle du nord le plus riche d'Angleterre. Guillaume n'a que 7 000 à 8 000 soldats coincés sur une côte hostile. Harald refuse l'alliance. Il envoie le messager normand avec sa réponse. Ils viennent prendre le trône s'il l'ose. Mais Harald ne marche pas immédiatement vers le sud. C'est ici que son expérience de 36 ans de guerre lui sert. Il a appris la patience à Constantinople, où les intrigues de cour pouvaient durer des années. Il sait que Guillaume et Harold vont s'entretuer. Pourquoi gâcher ses hommes dans une bataille à 3 quand il peut laisser ses ennemis se détruire mutuellement? Harald passe l'automne 1066 à solidifier son contrôle du nord. Il place des garnisons dans les villes clés,
Il marie ses fils à des héritières locales. Il fait venir plus de navires de Norvège, plus de guerriers, plus de ravitaillement. Et il attend. Harold Godwinson, lui, ne peut pas attendre. Guillaume pile le Sussex, sa terre natale. Chaque jour qui passe voit le Normand se renforcer, construire plus de fortifications, envoyer plus de raids. Harold doit agir. À la mi-octobre, il marche vers le sud avec ce qui lui reste de son armée. La bataille qui se déroule près de Hastings le 28 octobre est très différente de celle de notre histoire. Harold n'a pas les 7000 hommes qu'il avait menés contre Guillaume après avoir écrasé les Vikings. Il en a peut-être 4000, dont beaucoup sont des recrues fraîches qui n'ont jamais vu la guerre. Ses meilleurs housecarls sont morts ou blessés à Stamford Bridge. Guillaume, par contre, a eu un mois entier pour se préparer, se reposer, reconnaître le terrain. Le résultat est prévisible. L'armée d'Harold se bat courageusement, formant son traditionnel mur de boucliers sur une colline. Mais quand la cavalerie normande charge pour la 3e fois, les lignes anglaises cèdent. Harold tombe, une flèche dans l'œil selon certains récits, piétiné par des chevaux selon d'autres. Sa mort brise la résistance anglaise. Les survivants fuient. Guillaume a gagné sa bataille, mais il n'a pas gagné l'Angleterre. Car au nord, Harald Hardrada attend toujours. Et maintenant, il n'a plus qu'un seul rival. Guillaume entre dans Londres début novembre comme un conquérant, mais c'est une victoire creuse. Les nobles londoniens le reconnaissent comme roi par nécessité, pas par choix. Le 8 ans, l'Assemblée des grands du royaume refuse de le couronner. Ils savent qu'au nord, un autre roi attend. Un roi qui commande une armée intacte, qui contrôle un tiers du royaume et qui n'a aucune intention de reconnaître un Normand sur le trône d'Angleterre. Guillaume comprend qu'il ne peut pas marcher vers le nord. Pas maintenant, pas en hiver. Son armée est fatiguée. Ses hommes veulent rentrer en Normandie avec leur butin. Beaucoup de chevaliers qui l'ont suivi étaient des mercenaires, venus pour la richesse promise, pas pour une guerre qui s'éternise. Et Guillaume a un autre problème, la Normandie elle-même. Ses ennemis en France, le comte d'Anjou en tête, n'attendent qu'une occasion pour envahir son duché pendant son absence. Il prend donc une décision stratégique. Il se fait couronner roi d'Angleterre le jour de Noël 1066 à Westminster, mais il ne contrôle vraiment que le sud. Il offre des terres et des titres à ses chevaliers normands, chassant les nobles saxons de leur domaine. Cela lui crée une base de pouvoir loyal, mais cela attise aussi la haine. Des révoltes éclatent dans le Kent, dans l'Est Anglie, dans l'Ouest. Guillaume les écrase sans pitié, mais chaque révolte affaiblit son emprise sur un royaume qui ne veut pas de lui. Harald, pendant ce temps, gouverne le Nord comme un roi à part entière. Il établit sa capitale à York, cette ville qui était déjà un centre viking au temps de ses ancêtres, 2 siècles plus tôt. Il frappe sa propre monnaie, portant son visage d'un côté et une hache viking de l'autre. Il fait venir des colons de Norvège, leur donnant des terres confisquées aux nobles saxons qui ont résisté. Il nomme des jarls norvégiens pour gouverner les comtés du Nord, mais il garde aussi des nobles locaux qui acceptent son autorité. La frontière entre les deux royaumes se stabilise le long d'une ligne qui va de Chester à l'ouest jusqu'au Wash à l'est. Au nord de cette ligne, Harald règne. Au sud, Guillaume. Mais c'est une paix armée, pas une paix réelle. Des escarmouches éclatent constamment le long de la frontière. Des raids de chaque côté. Des nobles qui changent de camp selon les opportunités. L'hiver 1066-1067 est brutal. La guerre a dévasté les récoltes. Des milliers de gens meurent de faim dans les campagnes. Les deux rois comprennent qu'une guerre ouverte maintenant détruirait le royaume qu'ils cherchent à conquérir. Ils acceptent donc une trêve tacite. Guillaume se concentre sur l'écrasement des révoltes dans le sud et la sécurisation de son emprise sur Londres. Harald renforce son contrôle du nord, intègre ses nouveaux territoires, construit des fortifications. Mais les deux hommes savent que cette situation ne peut pas durer. L'Angleterre ne peut pas avoir deux rois. Tôt ou tard, ils devront se battre pour de bon. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Au printemps 1067, Harald fait le premier mouvement. Il n'attaque pas Guillaume directement. C'est trop risqué. Au lieu de cela, il envoie une ambassade en Écosse. Le roi Malcolm III a ses propres griefs contre les Normands. Harald lui offre une alliance. Ensemble, ils peuvent prendre Guillaume en tenaille. Malcolm accepte avec enthousiasme. Il mobilise son armée et prépare une invasion du nord de l'Angleterre normande. Guillaume apprend l'alliance au dernier moment. Il est furieux, mais aussi impressionné. Ce vieux viking joue la politique comme un empereur byzantin. Le duc normand se rend compte qu'il ne fait pas face à un simple chef de guerre barbare, mais à un stratège qui a survécu aux intrigues les plus vicieuses de Constantinople. Il doit s'adapter ou perdre. En mai 1067, Malcolm III franchit la frontière.
Son armée écossaise, renforcée par des contingents norvégiens de Harald, envahit la Northumbrie. Simultanément, Harald lance une offensive vers le sud, visant Derby et Nottingham. Guillaume se retrouve pris dans un étau. Le duc normand montre pourquoi il a survécu à 40 ans de guerre en Normandie. Il divise son armée en deux. Il conduit personnellement une force vers le nord pour affronter Harald, laissant son demi-frère Odon, évêque de Bayeux et guerrier redoutable, contenir les Écossais. C'est un pari risqué. Si l'une des deux armées normandes est écrasée, tout est perdu. La première bataille majeure a lieu près de Nottingham en juin. Guillaume y affronte Harald pour la première fois. Les chroniqueurs des deux camps décrivent un affrontement épique. La cavalerie normande charge encore et encore les lignes vikings, mais les guerriers de Harald tiennent bon, formant leur mur de boucliers avec une discipline qui rappelle les légions romaines. Harald lui-même se bat en première ligne, sa hache à deux mains abattant les chevaliers de leur monture. La bataille dure toute la journée. Au coucher du soleil, aucun des deux camps n'a vraiment gagné. Guillaume a perdu près d'un tiers de ses chevaliers. Harald a tenu le terrain, mais ses pertes sont aussi sévères. Les deux armées se retirent pour panser leurs blessures. C'est un match nul stratégique, mais psychologiquement, c'est une victoire pour Harald. Il a prouvé que les Normands ne sont pas invincibles. Au nord, les choses vont mal pour Odon. Les Écossais connaissent le terrain. Ils frappent et disparaissent, évitant la bataille rangée où la cavalerie normande serait avantageuse. Odon perd des hommes chaque jour dans des embuscades. Ses chevaliers, habitués aux plaines de Normandie, se perdent dans les collines brumeuses du nord. Guillaume comprend qu'il ne peut pas gagner cette guerre d'usure. Chaque mois qui passe voit plus de ses chevaliers rentrer en Normandie. Son trésor s'épuise à payer des mercenaires. Pire, des nouvelles inquiétantes arrivent de France. Le comte d'Anjou masse des troupes à la frontière normande. Si Guillaume reste trop longtemps en Angleterre, il risque de perdre son propre duché. En août 1067, Guillaume fait quelque chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Il demande la paix. Ses émissaires rencontrent ceux de Harald à Leicester, territoire neutre. Les négociations durent 3 semaines. Guillaume propose de reconnaître Harald comme roi du Nord, si Harald reconnaît Guillaume comme roi du Sud. Ils partageraient l'Angleterre, chacun gardant ce qu'il contrôle. Harold refuse. Il n'est pas venu jusqu'ici pour se contenter d'un demi-royaume. Il veut la couronne entière, celle qu'Édouard avait promise, celle que Magnus le Bon aurait dû hériter. Guillaume contre-propose qu'il règle cela par un combat singulier. Le gagnant prend tout le royaume. Le perdant repart avec ses troupes. C'est Harald qui refuse cette fois. À 52 ans, il est encore un combattant formidable, mais Guillaume n'a que 39 ans et est dans sa prime. Harald a survécu à tant de guerres en étant intelligent, pas téméraire. Il sait qu'un combat singulier donnerait l'avantage aux plus jeunes. Il propose plutôt une solution qui surprend tout le monde. Que Guillaume garde le sud de l'Angleterre, de la Tamise aux Cornouailles. Qu'Harald garde le nord, de l'Humber à l'Écosse. Mais entre les deux, le centre de l'Angleterre, de Chester à Norwich, reste aux nobles saxons locaux qui décideront plus tard qui ils veulent comme souverain. Une zone tampon, en quelque sorte, qui servira de terrain de compétition pour l'allégeance des Anglais. Guillaume n'aime pas cette idée. Elle prolonge l'incertitude. Mais ses conseillers lui font comprendre la réalité. Ses chevaliers veulent rentrer chez eux. Son trésor est vide. L'Anjou menace la Normandie. Il ne peut pas continuer cette guerre. Avec un soupir amer, Guillaume accepte. Le traité de Leicester est signé en septembre 1067. L'Angleterre a désormais 3 zones. Le royaume viking du nord, le royaume normand du sud, et au milieu une terre de personnes où les nobles saxons doivent choisir leur camp. L'année 1068 marque le début de ce qu'on appellera plus tard 50e siècle divisé. L'Angleterre n'est plus une nation, mais 3 entités qui se regardent avec méfiance, parfois avec haine. Les conséquences de cette partition vont bien au-delà de ce que Guillaume ou Harald auraient pu imaginer. Dans le royaume viking du Nord, Harald Hardrada établit quelque chose de radicalement nouveau. Ce n'est pas simplement une colonie norvégienne. Harald a compris les leçons de Constantinople. Il crée un royaume hybride, où les traditions scandinaves se mêlent aux coutumes saxonnes. Il garde l'ancien système juridique anglais, mais y intègre les lois vikings. Les things, ces assemblées où les hommes libres peuvent plaider leur cause, deviennent aussi importants que les cours saxonnes. York devient une capitale véritablement cosmopolite. Des marchands norvégiens, danois et suédois affluent, attirés par les opportunités commerciales. Les liens avec la Scandinavie se renforcent. Des navires partent de York vers Bergen, vers Copenhague, vers les comptoirs de la Baltique. Le commerce qui, dans notre histoire,
se serait tourné vers la France et l'Europe continentale, reste orienté vers le monde nordique. Harald fait aussi quelque chose de remarquable sur le plan religieux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un dernier viking, Harald est un chrétien convaincu. Mais c'est un chrétien byzantin, façonné par ses années à Constantinople. Il invite des moines grecs à s'installer à York. Des icônes byzantines ornent les églises du Nord. Le christianisme qui se développe dans le royaume de Harald a une saveur orientale, très différente du catholicisme romain qui domine le sud normand. Guillaume, de son côté, transforme le sud en une terre franchement normande. Il distribue les domaines des nobles saxons à ses chevaliers. Les châteaux en pierre commencent à pousser partout. L'architecture change, le droit change, même la langue commence à changer. Le français normand devient la langue de la cour et de l'aristocratie. L'anglais saxon est repoussé vers les couches populaires, mais c'est dans la zone centrale que les choses deviennent vraiment intéressantes. Cette terre tampon, qui devait être temporaire, développe sa propre identité. Les nobles saxons qui y règnent maintiennent farouchement leur autonomie. Ils jouent Guillaume contre Harald, acceptant l'aide de l'un contre l'autre, mais refusant de se soumettre complètement à l'un des deux. Des villes comme Leicester, Derby et Lincoln deviennent des centres de commerce neutres où Normands, Vikings et Saxons se rencontrent. Une nouvelle classe émerge dans cette zone centrale, les marchands indépendants qui profitent de leur position entre deux royaumes pour s'enrichir. Ils vendent du grain normand aux Vikings. Ils vendent du fer scandinave aux Normands. Ils deviennent les intermédiaires essentiels, sans lesquels ni Harald ni Guillaume ne peuvent fonctionner. Et avec la richesse vient le pouvoir. En 1070, Harald Hardrada meurt. Il a 55 ans, ce qui est un âge vénérable pour un guerrier viking. Contrairement à notre histoire où il tombe à Stamford Bridge, ici il meurt dans son lit à York, entouré de ses fils et de ses jarls. Mais sa mort ne marque pas la fin du royaume viking du Nord. Au contraire, son fils Magnus II, qui a grandi en Angleterre et parle aussi bien l'anglais que le norrois, prend le trône sans opposition. Magnus est différent de son père. Il n'a pas connu l'errance, l'exil, les guerres byzantines. Il est né dans un royaume stable et veut le garder ainsi. Quand Guillaume tente une invasion du Nord en 1072, pensant que le jeune roi sera une proie facile, Magnus le repousse avec une efficacité qui surprend tout le monde. Le fils a hérité du génie tactique du père, mais avec une compréhension profonde du terrain anglais que Harald n'avait jamais eu. Guillaume meurt en 1087, comme dans notre histoire, mais son héritage en Angleterre est très différent. Au lieu d'un royaume normand unifié, il laisse un sud divisé entre ses fils qui se disputent l'héritage. Robert reçoit la Normandie. Guillaume le Roux obtient une partie du sud de l'Angleterre. Henri est laissé sans terre et doit se tailler un domaine par la force. Cette fragmentation du sud normand donne au royaume viking du Nord une opportunité en or. Magnus II commence à étendre son influence vers le sud, non par la conquête, mais par des alliances matrimoniales et commerciales. Des nobles de la zone centrale, dégoûtés par les guerres constantes entre les héritiers de Guillaume, commencent à se tourner vers York. Au tournant du XIIe siècle, l'Angleterre ressemble à un patchwork. Le royaume viking du Nord, maintenant sous Magnus II, s'étend de l'Écosse jusqu'à la rivière Trent. C'est un territoire prospère où les villes grandissent grâce au commerce avec la Scandinavie et la Baltique. York compte plus de 30 000 habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes d'Europe du Nord. Le sud reste fragmenté entre les héritiers de Guillaume. Guillaume le Roux contrôle Londres et le sud-est. Robert tente d'envahir depuis la Normandie. Henri se taille un royaume dans l'ouest. Ses trois frères passent plus de temps à se battre entre eux qu'à gouverner. Le résultat est catastrophique pour les gens ordinaires. Les guerres constantes détruisent les récoltes, brûlent les villages, tuent les paysans pris entre deux feux. La zone centrale, cette bande de terre qui devait être temporaire, est devenue de facto un État indépendant. En 1100, les nobles saxons de cette région se réunissent à Leicester et proclament ce qu'ils appellent le royaume du centre. Ils élisent comme roi un noble saxon nommé Edgar, un descendant lointain de la maison de Wessex. Ni Magnus ni les héritiers de Guillaume n'ont la force de s'opposer à cette déclaration. L'Angleterre compte désormais 3 royaumes. Mais le plus fascinant est ce qui arrive à la culture. Dans notre histoire, la conquête normande a créé la langue anglaise moderne, un mélange d'anglais saxon et de français normand. Ici, les choses évoluent très différemment. Dans le Nord viking, la langue qui se développe mélange le vieil anglais avec le vieux norrois. Le résultat est un dialecte unique qu'on appellera plus tard le nordumbrien.
Des mots norvégiens pour les concepts maritimes et guerriers se mélangent avec des termes saxons pour l'agriculture et la vie quotidienne. Dans le sud normand, le français domine complètement les classes supérieures. L'anglais saxon y survit, mais uniquement parmi les paysans et les artisans. Deux langues coexistent sans vraiment se mêler, créant une division de classes linguistiques encore plus marquée que dans notre histoire. C'est dans le royaume du centre que quelque chose de vraiment nouveau émerge. Là, le saxon reste la langue principale, mais elle absorbe des influences des deux côtés, des mots norvégiens du nord, des termes français du sud, le tout créant un dialecte que personne ne peut vraiment contrôler ou standardiser. C'est chaotique, organique, vivant. La religion aussi se fragmente. Le nord reste chrétien, mais avec une forte influence byzantine apportée par Harald. Les icônes, les liturgies en grec, même quelques doctrines théologiques différentes de Rome. Le pape est furieux, mais il ne peut rien faire. Magnus II refuse de reconnaître l'autorité papale complète sur son royaume. Le sud normand, par contre, devient le bastion de l'orthodoxie romaine. Les évêques normands y règnent en maîtres, construisant d'immenses cathédrales dans le style roman. L'Église devient un outil de contrôle politique, renforçant le pouvoir des nobles normands sur la population saxonne. Le centre développe une approche plus pragmatique. Les nobles saxons y maintiennent un équilibre entre les influences du nord et du sud, choisissant ce qui leur convient de chaque tradition. Des églises avec des icônes byzantines, mais des liturgies latines. Des moines qui étudient à la fois les textes grecs et les écrits romains. La partition de l'Angleterre change la trajectoire de toute l'Europe. Dans notre histoire, l'Angleterre normande devient rapidement une puissance majeure, s'impliquant dans les affaires françaises, lançant des expéditions jusqu'en Irlande et au pays de Galles. Ici, une Angleterre divisée ne peut projeter la même puissance. Le royaume viking du Nord se tourne naturellement vers la Scandinavie. Magnus II maintient des liens étroits avec le Danemark et la Norvège. En 1105, il intervient dans une guerre de succession en Norvège, plaçant son cousin sur le trône. Le royaume viking du Nord devient le centre d'une alliance commerciale et militaire qui contrôle toute la mer du Nord. Cette alliance nordique change l'équilibre des pouvoirs en Europe. Dans notre histoire, la Hanse germanique dominera la Baltique. Ici, elle fait face à une concurrence féroce d'une alliance anglo-scandinave basée à York et Bergen. Les routes commerciales se déplacent. Les richesses coulent différemment. Le sud normand, affaibli par ses divisions internes, ne peut pas maintenir le contrôle de la Normandie. En 1110, le duché est absorbé par la France. Les rois normands d'Angleterre du Sud perdent leur possession continentale. Cela les force à se concentrer uniquement sur leur île, mais sans les ressources de toute l'Angleterre, ils restent relativement faibles. La France, par contre, bénéficie énormément de cette situation. L'absorption de la Normandie renforce considérablement le royaume capétien. Sans une Angleterre unifiée pour servir de contrepoids, la France commence son ascension vers l'hégémonie continentale un siècle plus tôt que dans notre histoire. L'Irlande et le pays de Galles aussi suivent des trajectoires différentes. Sans une Angleterre forte pour les envahir, ils maintiennent leur indépendance plus longtemps. Le pays de Galles développe ses propres royaumes puissants. L'Irlande, toujours fragmentée, évite néanmoins la conquête normande qui, dans notre histoire, marquera son destin pour des siècles. L'Écosse profite peut-être le plus de cette situation. Malcolm III et ses successeurs jouent habilement les trois royaumes anglais les uns contre les autres. Ils s'allient avec le nord viking quand le sud devient trop menaçant. Ils aident le centre quand le nord devient trop fort. Cette diplomatie leur permet d'étendre progressivement leur territoire vers le sud, annexant des terres qui, dans notre histoire, resteront anglaises. Les XIIe et XIIIe siècles voient les trois royaumes d'Angleterre évoluer selon des trajectoires divergentes, mais avec une tension constante. L'unification reste un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres, mais une possibilité pour tous. Le royaume viking du Nord prospère économiquement, mais fait face à un problème fondamental. Chaque génération qui passe le détache un peu plus de la Scandinavie. En 1150, les petits-enfants de Magnus II parlent nordumbrien à la maison, pas norrois. Ils se considèrent comme des rois d'Angleterre du Nord, pas comme des rois norvégiens en exil. Les liens avec la Scandinavie restent forts commercialement, mais s'affaiblissent culturellement. Un conflit inévitable éclate en 1156, quand le roi de Norvège exige que son cousin, le roi du royaume viking du Nord, reconnaisse sa suzeraineté. Le roi anglais refuse avec indignation. « Mon arrière-grand-père Harald a conquis ce royaume par son épée », déclare-t-il. « Je ne reconnais aucun maître à Bergen ou ailleurs. » Une guerre brève mais intense s'ensuit.
Le royaume viking du Nord gagne, affirmant définitivement son indépendance de la Norvège. Cette victoire marque un tournant. Le royaume du Nord commence à se voir non plus comme une extension de la Scandinavie, mais comme une entité anglaise à part entière. Les rois prennent des titres anglais. York devient officiellement la capitale d'un royaume qui s'appelle désormais Northumbria, évoquant l'ancien royaume saxon. Le sud normand traverse sa propre transformation. Les guerres incessantes entre les descendants de Guillaume épuisent le territoire. En 1170, un coup d'État mené par des barons fatigués de ces conflits place un nouveau roi sur le trône, un noble d'origine mixte, normande par son père mais saxonne par sa mère. Ce roi, qui prend le nom de Richard, lance un programme ambitieux, réconcilier Normands et Saxons. Richard fait quelque chose de révolutionnaire. Il déclare que l'anglais saxon et le français normand sont tous deux des langues officielles de son royaume. Il nomme des Saxons à des postes élevés. Il marie des nobles normands à des héritières saxonnes. C'est un processus lent, souvent violent, mais progressivement, une nouvelle identité émerge dans le sud. Ni normande, ni saxonne, mais quelque chose de nouveau. Le royaume du centre, pendant ce temps, devient le cœur intellectuel et commercial de l'Angleterre divisée. Sans les guerres constantes qui ravagent le nord et le sud, le centre prospère. Les universités y apparaissent d'abord. Oxford, situé dans le centre, devient un grand centre d'apprentissage en 1167, attirant des étudiants des trois royaumes et même du continent. C'est à Oxford que naît une idée révolutionnaire. Et si l'Angleterre pouvait être unifiée non par la conquête, mais par le consentement, des intellectuels, principalement des clercs saxons, commencent à écrire des traités sur le sujet. Ils proposent une solution fédérale. Un grand conseil où les trois royaumes seraient représentés. Un roi élu qui régnerait sur l'Angleterre unifiée, mais respecterait l'autonomie de chaque royaume. Ces idées semblent utopiques en 1170, mais elles plantent des graines. Les marchands, qui profitent du commerce entre les trois royaumes, mais sont frustrés par les tarifs et les conflits, commencent à soutenir ces propositions. Les nobles plus jeunes, fatigués des guerres sans fin de leur père, les trouvent attrayantes. En 1200, la pression pour l'unification devient irrésistible. Une crise externe force la question. Le roi de France, Philippe Auguste, lance une invasion du sud de l'Angleterre, cherchant à exploiter les divisions du royaume. Face à cette menace commune, les trois rois anglais n'ont pas le choix. Ils doivent s'unir ou tomber séparément. Le traité de Londres de 1204 crée quelque chose d'unique dans l'Europe médiévale, une union fédérale. Les trois royaumes d'Angleterre restent formellement distincts, avec leurs propres lois et leurs propres traditions. Mais ils reconnaissent un grand roi qui règne sur l'Angleterre unifiée. Le premier grand roi est choisi par compromis. Ce n'est ni le roi de Northumbria, ni celui du Sud, ni celui du Centre. C'est un noble saxon de lignée ancienne, Edgar II, dont la famille a des liens avec les trois royaumes. Il est couronné à Winchester, l'ancienne capitale du royaume de Wessex, un choix symbolique qui évoque l'Angleterre d'avant la conquête. La structure gouvernementale qui émerge est fascinante. Le Grand Conseil se réunit 3 fois par an, alternant entre York, Londres et Leicester. Chaque royaume envoie des représentants, des nobles, des évêques et, chose révolutionnaire, des représentants des villes marchandes. C'est un précurseur du Parlement, mais plus fédéral, plus représentatif que ce qui existera dans notre propre histoire. Les langues restent multiples. Le nord-imbrien domine au nord, l'anglo-normand règne au sud. Le saxon du centre continue à absorber des influences des deux côtés, mais une lingua franca commence à émerger pour les affaires du Grand Conseil, un anglais hybride qui mêle des éléments des trois dialectes. Cette Angleterre unifiée mais fédérale est étrange par les standards médiévaux. Elle n'a pas l'unité monolithique de la France. Elle n'a pas la structure féodale claire d'autres royaumes. Mais elle a quelque chose d'autre, une flexibilité, une capacité d'adaptation qui lui permet de prospérer. Les décennies suivantes voient cette Angleterre reconquérir sa place en Europe. L'invasion française est repoussée en 1205. Une expédition en Irlande en 1220 établit une présence anglaise, mais pas une conquête totale. L'Irlande devient un partenaire commercial plutôt qu'une colonie, une relation différente de celle de notre histoire. Le pays de Galles reste indépendant plus longtemps, mais finit par rejoindre volontairement l'Union en 1240, devenant le 4e royaume de ce qui s'appelle maintenant l'Union des couronnes britanniques. L'Écosse résiste, maintenant son indépendance farouche, mais les relations sont généralement pacifiques. En 1300, l'Europe a un visage très différent de celui de notre histoire. L'Angleterre existe toujours, mais c'est une Angleterre transformée. La langue anglaise telle que nous la connaissons n'existe pas. À la place,
3 langues apparentées mais distinctes. Le nord-imbrien au nord, qui garde de forts liens avec les langues scandinaves, l'anglo-normand au sud, plus proche du français, et le saxon central, qui deviendra éventuellement la langue commune, mais pas avant le XVe siècle. La culture anglaise est fragmentée mais riche. La littérature nordumbrienne développe une tradition de sagas racontant les exploits des rois vikings et de leurs descendants. C'est une littérature héroïque, violente, qui célèbre la guerre et l'honneur. Les grandes épopées nordumbriennes rivalisent avec les sagas islandaises. La littérature du Sud, influencée par la France, se tourne vers la chevalerie et l'amour courtois. Les troubadours normands chantent dans les cours du sud de l'Angleterre. C'est là que se développe le cycle arthurien, mais avec une saveur plus française que dans notre histoire. Le centre produit une littérature différente, plus pragmatique, plus commerciale. Les premières pièces de théâtre anglaises naissent dans les villes marchandes du centre, des spectacles qui mélangent religion, comédie et satire sociale. La religion aussi reste divisée. Le Nord maintient ses particularités byzantines. Les icônes ornent les églises de York et Durham. La liturgie incorpore des éléments grecs. Les théologiens nordumbriens correspondent plus avec Constantinople qu'avec Rome. Cette division religieuse crée des tensions constantes avec le pape, mais l'Angleterre est trop puissante pour que Rome puisse l'excommunier. Le système politique qui se développe est remarquablement moderne pour son époque. Le Grand Conseil évolue progressivement en un véritable parlement bicaméral. Une chambre haute représente les nobles et les évêques des 4 royaumes. Une chambre basse, révolutionnaire pour 1300, représente les villes et les comtés. Le grand roi règne mais ne gouverne pas seul. Il doit consulter, négocier, composer. Cette structure fédérale, née de la nécessité, devient la force de l'Angleterre. Quand d'autres royaumes européens sont paralysés par des monarchies absolutistes, l'Angleterre a déjà développé un système de checks and balances. Quand les révolutions secourront l'Europe, l'Angleterre aura déjà appris à équilibrer pouvoir et liberté. En 1380, exactement 314 ans après que Harald Hardrada a survécu à Stamford Bridge dans cette histoire alternative, le dernier descendant direct de Harald meurt sans héritier mâle. Le royaume de Northumbria passe à une autre dynastie par mariage. Mais l'héritage de Harald reste gravé dans chaque pierre de York, dans chaque loi du Nord, dans chaque mot du Nordumbrien. Sans la conquête normande totale, l'Angleterre n'a jamais développé le système féodal rigide de notre histoire. La propriété terrière reste plus fluide, plus diverse. Les paysans libres possèdent leurs terres dans le Nord, héritiers de la tradition viking d'hommes libres. Dans le Sud, le féodalisme normand domine, mais atténué par les influences saxonnes. Le centre maintient un mélange des deux. Cette diversité économique donne à l'Angleterre un avantage inattendu. Quand la révolution commerciale commence au XIVe siècle, l'Angleterre est déjà prête. Les marchands du centre ont des siècles d'expérience dans le commerce entre régions différentes. Les liens du Nord avec la Scandinavie et la Baltique ouvrent des routes commerciales que d'autres nations doivent encore développer. La peste noire frappe en 1348, comme dans notre histoire, mais ses effets sont légèrement différents. La population plus urbanisée du Nord subit des pertes terribles. York perd la moitié de ses habitants. Mais la structure fédérale de l'Angleterre permet aux régions moins touchées de compenser. Le centre, avec ses villes moyennes dispersées, survit mieux que les grandes concentrations urbaines. Après la peste, le travail devient rare. Dans notre histoire, cela a conduit à la révolte des paysans de 1381. Ici, les choses évoluent différemment. Le Grand Conseil, représentant les différentes régions et classes, négocie une série de réformes progressives. Le servage est progressivement aboli dans les années 1360-1380, plus tôt et plus pacifiquement que dans notre histoire. Le XVe siècle voit l'Angleterre entrer dans sa propre renaissance, mais elle vient du nord, pas du sud, comme en Italie. York devient un centre d'innovation intellectuelle. Les liens maintenus avec Constantinople, même après sa chute en 1453, permettent à des savants grecs de fuir vers le nord de l'Angleterre, plutôt que seulement vers l'Italie. L'université de York, fondée en 1410, devient le rival d'Oxford. Les manuscrits grecs y affluent. Les mathématiques arabes, transmises via les routes commerciales de la Baltique, sont étudiées et développées. Quand l'imprimerie arrive en Angleterre en 1470, c'est à York que la première presse est établie, pas à Londres. Les langues de l'Angleterre commencent enfin à converger. Le saxon central, enrichi de mots nordumbriens au nord et anglo-normands au sud, émerge comme langue commune. En 1500,
Pour la première fois depuis 1066, on peut parler d'une langue anglaise unique, bien que toujours marquée par de fortes variations régionales. Cette langue est différente de l'anglais de notre histoire. Elle a retenu plus de mots norvégiens. Les structures grammaticales montrent l'influence scandinave. Mais elle a aussi des éléments français, hérités du sud normand. Le résultat est une langue riche, flexible, capable d'absorber des mots étrangers avec une facilité encore plus grande que dans notre réalité. La réforme protestante, quand elle vient au XVIe siècle, trouve un terrain fertile en Angleterre. Le Nord, avec ses traditions byzantines, n'a jamais été complètement orthodoxe selon Rome. Quand Luther affiche ses thèses en 1517, les théologiens de York les accueillent avec intérêt. Le Grand Conseil débat des idées de la réforme pendant des années avant de prendre une décision typiquement anglaise. Chaque royaume peut choisir. Northumbria devient largement protestante, mais avec des éléments byzantins. Le sud reste majoritairement catholique, mais avec des réformés. Le centre, pragmatique comme toujours, développe sa propre version, un anglicanisme avant la lettre qui mélange catholicisme et protestantisme selon les besoins locaux. Cette diversité religieuse crée des tensions, mais la structure fédérale de l'Angleterre permet de les gérer. Les guerres de religion qui déchirent le continent au XVIe siècle touchent l'Angleterre, mais moins violemment. Le Grand Conseil négocie, compromet, trouve des solutions. Ce n'est pas toujours élégant, mais ça fonctionne. En 1600, l'Angleterre de cette réalité alternative est méconnaissable par rapport à celle de notre histoire. C'est toujours une union de 4 royaumes. Northumbria au nord, avec York comme capitale. Wessex au sud, gouverné depuis Londres. Mercia au centre, avec Leicester comme siège. Et Cambria, le pays de Galles, à l'ouest. Ces 4 royaumes maintiennent leurs particularités, mais sont unis sous un monarque élu par le Grand Conseil. C'est une monarchie constitutionnelle avant la lettre, limitée par des chartes et des traditions qui remontent au compromis de 1204. Le monde que cette Angleterre a créé est différent. Sans une conquête normande totale, la culture britannique n'a jamais eu l'uniformité de notre histoire. Mais elle a peut-être quelque chose de plus précieux, une tradition de diversité, de compromis, de gouvernement fédéral. Ces leçons, apprises douloureusement au cours 500e siècle de division et de réunification, font de l'Angleterre un modèle pour d'autres nations. Quand les explorateurs anglais partent vers le Nouveau Monde au XVIIe siècle, ils emportent cette tradition avec eux. Les colonies qu'ils établissent ne sont pas des copies monolithiques de la mère patrie, mais des expériences en gouvernement fédéral, en diversité culturelle, en compromis politique. Peut-être que dans ce monde, les États-Unis émergeront plus tôt. Ou peut-être que l'indépendance ne sera jamais nécessaire, parce que l'Angleterre a déjà appris à gouverner une union de régions diverses avec leurs propres identités. La révolution industrielle, quand elle vient au XVIIIe siècle, frappe d'abord le Nord. Les traditions d'innovation de Northumbria, les liens commerciaux avec la Baltique, l'héritage d'une culture qui valorise l'artisanat et l'ingénierie, tout cela crée un terrain fertile. Les premières usines apparaissent à York et Newcastle, pas à Manchester et Birmingham. Mais c'est le système fédéral de l'Angleterre qui devient peut-être son legs le plus important. Au XXe siècle, quand d'autres nations lutteront pour équilibrer unité et diversité, centralisation et autonomie locale, elles regarderont vers le modèle anglais. Une union de régions distinctes qui maintiennent leurs identités tout en travaillant ensemble pour le bien commun. Tout cela parce que Harald Hardrada a posté des sentinelles le 25 septembre 1066. Parce qu'un vieux guerrier, façonné par 36 ans de guerre, n'a pas baissé sa garde. Parce qu'un roi viking a survécu à une bataille qu'il était censé perdre. L'histoire se joue parfois sur des détails infimes. Un éclaireur qui voit une armée approcher 1 heure plus tôt. Un messager qui atteint son commandant à temps. Une décision de poster des gardes quand il serait tentant de se reposer après une victoire. Ces petits moments peuvent changer le cours de nation, de culture, de langue. Si Harald était mort à Stamford Bridge, comme dans notre histoire, Guillaume de Normandie aurait unifié l'Angleterre sous le règne normand. La langue anglaise, telle que nous la connaissons, aurait émergé du mélange du français normand et de l'anglais saxon. La culture britannique aurait pris une direction résolument tournée vers le continent, vers la France et l'Europe latine. Mais Harald a survécu dans cette histoire alternative, et son survie a créé une Angleterre qui n'a jamais vraiment été anglaise, dans le sens que nous connaissons. Une Angleterre qui est restée divisée pendant des siècles avant de trouver l'unité non par la conquête, mais par le consensus. Une Angleterre où le nord scandinave, le sud normand et le centre saxon ont dû apprendre à coexister
à négocier, à compromettre. Cette Angleterre aurait peut-être été moins puissante militairement dans ses premiers siècles. Elle n'aurait pas conquis la France médiévale. Elle n'aurait pas établi un empire aussi vite. Mais elle aurait développé quelque chose de peut-être plus précieux, une tradition de gouvernement fédéral, de diversité acceptée, de pouvoir partagé, qui aurait pu transformer la trajectoire politique de l'Occident. Les descendants de Harald Hardrada auraient régné sur Northumbria pendant 3 siècles. Leur château dominerait toujours l'horizon de York. Leur langue, le nordumbrien, serait peut-être encore parlée dans le nord de l'Angleterre, une langue sœur de l'anglais mais distincte, gardant vivantes les traces de ce moment où les Vikings n'ont pas perdu, où l'histoire a pris un tournant différent. Dans les églises de York, on verrait encore des icônes byzantines, héritage de ce roi qui a combattu à Constantinople. Dans les lois de Northumbria, on trouverait encore des échos des Things Viking, ces assemblées d'hommes libres. Dans la structure même du gouvernement britannique, on verrait la marque de cette division originelle qui a forcé l'Angleterre à inventer une nouvelle forme de monarchie, fédérale et constitutionnelle. Et peut-être que dans cette Angleterre alternative, on raconterait encore l'histoire de Harald Hardrada, l'éclair du Nord, le dernier grand roi viking qui n'est pas mort à Stamford Bridge, mais qui a vécu pour devenir le fondateur d'un royaume. On chanterait ses exploits dans des sagas nordumbriennes, on étudierait ses tactiques dans les académies militaires, on débattrait de son héritage dans les salles du Grand Conseil. Parce qu'au fond, c'est cela que nous enseigne cette exploration de l'histoire alternative, le passé n'était pas inévitable. Chaque bataille aurait pu tourner différemment. Chaque décision contenait d'autres possibilités. Et comprendre ces chemins non empruntés nous aide à mieux apprécier celui que nous avons effectivement suivi. L'Angleterre que nous connaissons est née de la conquête normande de 1066. Mais elle aurait pu naître différemment, d'une partition et d'une lente réunification, gardant pour toujours les traces de ce moment où un roi viking a refusé de mourir, où l'histoire s'est bifurquée, où un autre monde est devenu possible. Harald Hardrada est mort à Stamford Bridge dans notre histoire, son rêve de conquérir l'Angleterre s'écroulant avec lui. Mais dans cette autre histoire, il a vécu. Et son legs a transformé non seulement l'Angleterre, mais peut-être toute la civilisation occidentale, créant un monde où la diversité et le fédéralisme ont triomphé plus tôt, où les leçons de compromis et de gouvernement partagé ont été apprises des siècles avant qu'elles ne deviennent nécessaires dans notre propre réalité. C'est le pouvoir de l'histoire alternative. Elle nous montre que le monde que nous tenons pour acquis est juste un des nombreux mondes possibles. Et peut-être, en comprenant ce qui aurait pu être, nous comprenons mieux ce qui est et ce qui pourrait encore devenir.